Été 2022, très sec, beaucoup d'incendies. L'été 2023 s'annonce également difficile. Et il y a un petit scarabée qu'on appelle le scarabée du feu, qui est capable de détecter des incendies à près de 100 km. 100 km, parce que ce scarabée, il est doté de capteurs infrarouges absolument remarquables. Donc c'est une sacrée prouesse. Autre prouesse remarquable, le martinet, l'oiseau, hein. Le martinet, c'est cet oiseau qui revient tous les printemps, en même temps que les hirondelles, et qui vole très très vite. Il peut atteindre des pointes de vitesse de près de 200 km/h, 200 km/h hors piqué. Et j'aime bien dire qu'en plus, c'est une motorisation hybride sucre et graisse. Et donc, c'est déjà un modèle, en fait, utilisé par pas mal de chercheurs, pas mal même d'entreprises qui commencent à se dire, bah, tiens, comment il marche ce martinet-là? Parce qu'il arrive à faire des virages à grande vitesse, il arrive à attraper des mouchons à ces vitesses-là. Donc, c'est un modèle d'un point de vue de la navigabilité. Autre exemple de prouesse dans un tout autre domaine, le domaine de la santé. Il y a un petit ver marin, le ver arénicole. C'est un peu le lombric des sables. Quand vous vous promenez notamment sur les plages bretonnes, vous pouvez observer dans le sable des espèces de petits tortillons. Je pense que vous les avez déjà tous vus. Et ben, ces petits tortillons, et donc, ils sont générés par le nettoyage par le tube digestif d'un ver marin du sable. Et Frank Zal, qui est un chercheur historiquement océanographe, spécialiste des grands vers marins, donc il est descendu à plusieurs kilomètres de fond dans les fonds marins pour aller observer ces vers marins. Bah, finalement, il a consacré les 10 dernières années de sa vie à étudier ce petit ver marin qu'il avait sous ses pieds depuis des années. Et donc, ça fait 10 ans qu'il essaye de comprendre comment font ces vers marins pour survivre lorsque la marée est basse et donc lorsqu'ils n'ont plus accès à l'oxygène qui est présent et dissous dans l'eau de mer. Parce qu'en fait, ces vers marins, ils ont une hémoglobine, et cette hémoglobine, elle est extrêmement efficace pour stocker l'oxygène, puisqu'elle est capable de séquestrer 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, elle est compatible avec l'homme, et elle est universelle. Et donc, c'est déjà une révolution dans le monde de la conservation des greffons, puisqu'on peut conserver aujourd'hui, grâce à ce système-là, les greffons pendant plusieurs jours versus quelques heures par les voies conventionnelles. Donc voilà quelques prouesses je vous ai donné 3 espèces, voilà, 3 espèces potentielles. On estime que sur Terre, il y a 10 millions d'espèces, à minima. Ça, ce sont sur la base des échantillonnages. Ça peut aller jusqu'à potentiellement plusieurs dizaines de millions d'espèces estimées. On en a identifié, c'est-à-dire qu'on a étiqueté que telle espèce était différente de telle autre, à peine 2 millions, étudié quelques milliers, et transférer ce savoir de la biologie vers d'autres disciplines telles que ce que je viens de vous évoquer, voilà, ça se compte en quelques dizaines maximum. Donc, cet Eldorado du biomimétisme, s'inspirer du vivant pour innover, eh bien, il ne fait que commencer. Pourquoi le vivant est intéressant? Pourquoi ces 10 millions d'espèces sont intéressantes aujourd'hui? Parce qu'elles ont quand même un petit peu de recul par rapport à nous. Le vivant, il est apparu sur Terre il y a 3,8, on va dire 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, c'est un chiffre que notre cerveau a du mal à appréhender. J'aime bien cette analogie de distance qui est plus parlante. Sur un trajet Nantes-Marseille, si le trajet de Nantes-Marseille, c'est 4 milliards d'années, l'apparition de l'humanité, 300 000 ans, c'est à peu près sans doute les panneaux d'exposition qui sont juste derrière, la distance. Voilà. Et l'ère industrielle, donc les 200 dernières années, c'est un pas. Donc ça vous donne une échelle de temps entre le temps qu'on a eu, que le vivant a eu pour pouvoir se développer jusqu'à la biodiversité qu'on a aujourd'hui, et nos problématiques industrielles et l'impasse dans laquelle on est en train de se trouver. Et ce qui est intéressant comme leçon issue de ce vivant-là, c'est que le vivant, il ne cherche pas la performance. Parfois même, il sous-performe, il cherche surtout la robustesse. Et c'est ça, en fait, qui est le facteur principal d'évolution. On entend souvent l'évolution, la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Non, c'est la loi du plus robuste. Et je vous invite réellement sur ces questions de robustesse à consulter les travaux menés par Olivier Amand, qui travaille sur cette 3e voie du vivant, qui est la voie de la robustesse, et qui est extrêmement intéressante. Si on prend encore du recul et qu'on analyse un petit peu le cahier des charges de la transformation écologique, je ne parle même plus de transition écologique, je parle de transformation, voire de bifurcation écologique au regard des enjeux et de l'urgence, et qu'on regarde un petit peu ce cahier des charges de qu'est-ce qu'on cherche à faire en termes d'énergie, en termes de manufacture et de procédés, en termes de gestion de l'eau, en termes d'évolution du numérique et du digital. Si vous prenez
ce cahier des charges-là et que vous regardez quel est le cahier des charges du vivant, eh bien, vous avez une superposition parfaite, quasiment, entre la trajectoire qu'on est en train de dessiner par essai-erreur, tous collectivement, voilà, à force de COP, à force de groupes de travail nationaux, internationaux, eh bien, on retombe exactement sur, finalement, ce que l'évolution a sélectionné en termes de cahier des charges. Si on prend, par exemple, le pilier de l'énergie, miser sur les renouvelables et en particulier sur l'énergie solaire, séquestrer le carbone et recycler le carbone à des fins énergétiques, c'est décentralisé. C'est exactement ce que font n'importe quelle espèce biologique sur Terre. Donc ce cahier des charges du solaire, c'est ce sur quoi miser toute la biomasse terrestre, puisque l'entrée primaire d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est d'abord le solaire. Évidemment, les organismes photosynthétiques sont ensuite consommés, on va dire, par des herbivores et eux-mêmes sont consommés par des carnivores, mais l'entrée primaire de toute la biomasse qui nous entoure, c'est bien le solaire. Hein. Donc le vivant, il s'est transformé de l'énergie de flux en énergie de stock et il est extrêmement performant pour ça. Donc c'est sans surprise qu'aujourd'hui, on a des travaux au niveau mondial sur justement imiter cette photosynthèse, imiter cette capacité qu'a la biomasse terrestre à transformer et utiliser ce flux solaire pour pouvoir générer du carburant et de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on est en train de développer, donc la photosynthèse artificielle. Un autre exemple d'entreprise française qui aujourd'hui s'intéresse à la façon dont le vivant arrive à gérer efficacement son énergie. C'est anguille en anglais, développe des membranes ondulantes qui permettent de récupérer l'énergie des courants marins. Et l'avantage de cette technique par rapport à des hydroliennes conventionnelles, c'est d'être en capacité de fonctionner à faible courant, à faible profondeur, et donc d'être finalement installable en zone fluviale, proche des côtes et dans des territoires où l'accessibilité et où les coûts à des centrales énergétiques traditionnelles n'est pas possible. Autre grand pilier, le domaine des matériaux et de la chimie. J'ai dit tout à l'heure, je me présente, je suis Homo sapiens. On est devenu Homo faber. On ne fait que fabriquer plein d'objets. Et sauf qu'on les fabrique en général dans des conditions qui sont très, très éloignées de la façon dont le vivant fonctionne, puisque le vivant, il fonctionne à température et pression modérée. Il utilise que les briques élémentaires qu'il a à proximité de lui. Il utilise le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre principalement. Là où nous, on est très fiers d'utiliser tout le tableau de Mendeleïev, mais on voit bien que ça pose plein de problèmes d'accessibilité à la ressource et de recyclabilité des matériaux qu'on utilise. Et donc, finalement, les matériaux biologiques, et je vous invite, en sortant de ces 2 journées de conférence, à aller juste vous balader dans la nature et observer la richesse des matériaux qui sont fabriqués dans le vivant, en termes de couleur, en termes de résistance mécanique, en termes de propriété de relation à l'eau, etc. Les matériaux qui sont fabriqués par le vivant sont le Graal de tout ce que les ingénieurs des matériaux cherchent à faire. Et c'est un des domaines principaux dans lequel le biométisme s'est développé, cette chimie, cette inspiration des matériaux. Un exemple, vous avez des très beaux travaux aujourd'hui qui sont menés au Collège de France sur l'imitation de la fabrication du verre par des organismes marins. Il y a des organismes marins qui savent fabriquer du verre à température et pression modérée dans l'eau. Et ça, aujourd'hui, on sait le reproduire, et du coup, fabriquer du verre dans ces conditions-là, évidemment, ça consomme beaucoup moins d'énergie, et en plus, ça permet d'ajouter plein de fonctionnalités au verre qui sont détruites par les processus conventionnels de fabrication. Autre exemple dans le domaine de la chimie, Claude Grison, qui est chercheur médaillé du CNRS, qui vient de recevoir il y a quelques mois le prix de l'inventeur européen, a développé un système bio-inspiré permettant de venir dépolluer les sols et d'utiliser les métaux lourds séquestrés par les plantes dépolluantes pour pouvoir rendre la chimie plus verte. Autre grand domaine, gestion de l'information et du signal. Si on n'était pas bourré de capteurs, de senseurs et de systèmes d'intégration de l'information et du signal par nos cerveaux, nos neurones, pour les espèces de mammifères, eh bien, on ne survivrait tout simplement pas. Donc le vivant, il excelle dans la gestion de l'information et du signal. Un exemple caractéristique, l'ADN. L'ADN, c'est vraiment la molécule aux prémices de toute la vie sur Terre. Il y a des simulations qui montrent que si on devait stocker l'ensemble du savoir de l'humanité aujourd'hui stocké sur des serveurs sur ADN, ça tiendrait dans 1 kg, donc une brique de lait d'ADN. L'ensemble du savoir de l'humanité sur ADN, c'est une brique de lait d'ADN. Et donc, c'est sans surprise que les grandes entreprises informatiques et ou des startups se lancent aujourd'hui dans l'encodage de l'information sur ADN parce que c'est extrêmement compact, extrêmement efficace et a priori ne sera jamais obsolète tant que l'humanité, en tout cas, peuplera la Terre. Gestion de l'eau. Je vous ai parlé de la sécheresse en introduction. L'eau est le solvant universel à toute forme de vie sur Terre. Donc, il est absolument
indispensable que chaque espèce soit en capacité de gérer soit la surabondance, soit la rareté en milieu désertique. Et donc, quelle que soit l'espèce que vous considérez, il y a une stratégie intéressante qui a été développée pour recueillir l'eau. Il y a notamment un petit scarabée du désert qui est tout à fait capable d'aller recueillir l'eau qui est présente dans la rosée du matin et qui lui permet comme ça, en plein milieu désertique, de recueillir de l'eau. Donc il y a pléthore d'exemples comme ça et je vous invite notamment à aller regarder l'exposition qui est juste derrière vous, qui donne plein d'autres exemples de biométisme et qui a été réalisée par Alain Renaudin, qui me fait signe là-bas, un confrère qui fait un travail remarquable donc, de synthèse. Et donc il y a plein d'autres exemples de biométisme qui sont là derrière. Donc au-delà de la belle idée, au-delà de ces exemples singuliers, il y a vraiment une lame de fond de développement de ce biométisme au niveau international. Il y a une explosion de la littérature scientifique, une multiplication du nombre de brevets déposés dans le domaine et une multiplication du nombre d'entreprises qui se saisissent de ce sujet, tant pour du développement de produits, du développement d'infrastructures, du développement de leurs usines, que dans les organisations au sens plus large du terme, puisque les organisations biologiques sont extrêmement intéressantes du point de vue de leur richesse, de leur diversité et donc de leur robustesse sur le long terme. Alors finalement, pourquoi aujourd'hui le biomimétisme ne se développe pas plus? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus développé dans le monde? Alors oui, il y a des endroits qui sont plus matures que la France, en tout cas. L'Allemagne s'est saisie du sujet il y a près d'une vingtaine d'années. La Suisse leur a emboîté le pas avec la création de très grands centres de recherche, parmi les mieux financés de toute l'histoire en fait, des agences suisses pour la recherche. Et la France, on a absolument tout ce qu'il faut et c'est en train de se structurer. C'est ce à quoi nous contribuons collectivement autour de la structure que je dirige, qui est le CEBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme en France, pour pouvoir pousser la démarche. Et donc, la thématique générale de ces conférences et de ces tribunes, c'est quoi le progrès? Alors pour moi, le progrès, c'est clairement de redévelopper une relation gagnant-gagnant avec le vivant. Donc ça veut dire demain, impérativement, rééduquer les générations au vivant. C'est un suicide collectif que de supprimer la biologie des troncs communs, en sachant ce qui va venir et en sachant qu'on a une crise d'extinction de masse de la biodiversité qui est en cours. Deuxième chose, faire rentrer le vivant à la table à dessein des entreprises, parce qu'on voit bien que voilà, si on n'intègre pas des biologistes, on ne peut pas faire de biomimétisme. Et puis, dernier élément, qui est presque plus en lien avec le sensible, c'est se reconnecter au vivant de façon beaucoup plus philosophique, nous qui sommes devenus des populations très urbaines. Et je terminerai par cette phrase, c'est que le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Donc il est temps de se réémerveiller pour le vivant. Merci.